comment est-ce que les acteurs interviennent dans une nouvelle région, une grande région. On voit ça tout de suite avec Éric Touvenot de la DREAL Grand Est et Marie-Laure Schwerer de l'OFB. Bonjour, donc Éric Touvenot de la DREAL Grand Est, et je vais vous présenter, alors du coup on parle déjà d'un potentiel plan national d'action en faveur du castor, mais on vous a devancé parce que nous on a fait un plan régional d'action Grand Est qui s'appelle Vivre avec le castor. Donc du coup on a une structuration déjà bien faite entre les associations, les services administratifs et tous ceux qui œuvrent pour le castor, donc on a déjà une structuration qui est pas trop mal. Donc on va vous présenter ça avec Marie-Laure. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui, c'est dans l'autre sens. Bon, l'ordre du jour, voilà. On va très rapidement sur un petit historique. Alors, le petit historique, il a déjà été fait sur les causes du déclin du castor, tout ça. Le castor, il avait aussi été apprécié pour sa fourrure, son castoreum, sa viande, parce que du coup, il était quand même consommé, notamment par des moines qui faisaient du saucisson de castor, mais il dérangeait également, notamment par rapport à tout ce qui était les digues, notamment sur les syndicats des digues du Rhône de Beaucaire, où il y avait quand même une prime qui était allouée jusqu'à assez tardivement il y a plus d'un siècle, pour tuer le castor. Il abat les arbres, il fait des barrages, et tout ça, ça a initié effectivement les protections, ce qui a été évoqué tout à l'heure, mais c'est surtout que dès les années 30, en fait, il y a eu des modalités qui ont été au-delà, c'est-à-dire qu'il y a eu des véritables contrôles qui ont été faits en 1909 de bien, vous n'avez pas le droit de tuer le castor. Les cages-pièges ont été remplacés par les cages en acier ont été remplacées par des cages en osier quand même, comme ça le castor pouvait au moins sortir et ne pas mourir sous l'eau noyé. Et l'ONF avait mis en place à l'époque déjà une réserve en fait au niveau du sud de la France, et ils avaient même fait un élevage en fait dès 1929 en but de réintroduire déjà le castor sur certains secteurs. Donc il y a eu de la protection, mais ça a été au-delà. Bon, après, c'est très vite arrêté. Il n'y a pas eu de suivi de ce truc-là dans le temps. Donc ça, c'est pour compléter le petit aspect historique qui a déjà été fait précédemment. Puis comme on n'a que 20 minutes, on va essayer d'aller vite. Et du coup, je laisse la parole à Marie-Laure par rapport à justement la genèse du plan régional d'action castor. Bonjour. Donc, moi, je vais démarrer l'intervention pour vous présenter un peu le contexte local, donc en région Grand Est, contexte dans lequel a émergé donc, ce projet de plan régional d'action. Donc, dans le Grand Est, en fait, le castor a disparu au courant du XVIIe siècle. Et dans les années 70 et jusque dans les années 2000, plusieurs opérations de réintroduction du castor ont été portés par le monde associatif et naturaliste et a permis le retour de l'espèce dans notre région. Alors, ces réintroductions ont été globalement un réel succès puisqu'on a constaté la recolonisation progressive à la réinstallation pérenne de l'espèce sur les bassins hydrographiques du Grand Est. Et aujourd'hui, on fait le constat d'une présence durable et une colonisation dynamique de l'espèce, avec toutefois des situations un peu contrastées selon les bassins versants considérés. Le retour de l'espèce a également été conforté, consolidé par l'arrivée de castors depuis les pays limitrophes, notamment l'Allemagne et la Belgique, à la faveur de la colonisation du réseau hydrographique. Et ce qui a été évoqué par Johan tout à l'heure, ce qui amène aussi de nouvelles sous-espèces et un gain de diversité génétique pour l'espèce dans notre région. Et enfin, dans les éléments de constat, il faut signaler, effectivement aussi, ça a déjà été évoqué, la détection de castors canadiens, donc ça remonte à 2006 maintenant, donc dans les pays limitrophes, à partir de l'Allemagne, puis au Luxembourg et en Belgique, et donc une problématique particulière à laquelle doit également faire face notre région. Donc voilà rapidement la carte de l'aire de répartition du castor dans le Grand Est, donc avec le pointeur, c'est là. Oui. Une présence vraiment bien installée sur le bassin de la Moselle, donc suite à des réintroductions qui ont lieu dans les années 80.
et donc une recolonisation active vers l'amont, vers les têtes de bassin versants, et même un passage de la ligne de partage des eaux, puisque à partir de cette recolonisation de la Moselle, le castor est passé sur le bassin de la Saône. Une présence également en région Champagne-Ardenne, en particulier donc sur la Meuse, à partir de la Belgique, et en Alsace, sur le bassin direct du Rhin, avec une présence un peu plus éclatée, on va dire, un peu plus fragmentée, sur différents affluents du Rhin et le principal affluent, l'Ille, avec une présence et une recolonisation néanmoins dynamique de l'espèce. Donc sur cette carte-là, on observe bien que tout le chevelu sur le cours de la Moselle est bien occupé. Donc, j'imagine pour ceux qui sont au fond de la salle, c'est pas évident de lire cette carte, mais retenez que ce que vous voyez en rouge, c'est une présence avérée, une présence certaine de l'espèce. Et donc pour les départements concernés, de Meurthe-et-Moselle et département des Vosges, on a été confronté donc à une installation de l'espèce en tête de bassin versant sur des petits cours d'eau suboptimaux, et donc à la première construction de barrages dans les années 2000. Ouais. Donc je poursuis sur les éléments de constat. Donc à partir des années 2000, il y a des signalements de plus en plus récurrents de cas de dommages liés à l'activité du castor, donc notamment des dégâts, des déprédations sur culture ou en arboriculture, également des problèmes sur certaines piscicultures. Et aussi, on assiste à la construction des premiers barrages et des inondations associées dans certaines situations sur le terrain. Donc, je ne vais pas détailler, mais bien évidemment, il faut tenir compte face à ces situations de conflits, de dommages, du fait qu'on est en présence d'une espèce protégée. Les individus sont protégés ainsi que son habitat. Je ne vais pas redétailler. Et donc, plus proche de nous, à partir depuis 2011, on assiste réellement à une augmentation, vraiment de manière assez flagrante, des cas de conflit. Et s'agissant d'une espèce protégée, eh ben ça a pour conséquence une augmentation des dossiers de demande de dérogation par rapport à l'impact sur l'habitat ou les individus directement. Donc un nombre de dossiers croissants à traiter par les services de l'État en lien avec ces cas de dommages, ces cas de conflits. Par ailleurs, on constate également une augmentation des demandes d'indemnisation des dommages, qui sont de plus en plus récurrentes face aux déprédations, aux inondations qui sont constatées, mais là, il n'y a pas de dispositif prévu pour cela. Donc un contexte global sur le terrain qui nous confronte à la gestion de l'espèce et de son habitat. Et localement, donc les acteurs du territoire ont souhaité se doter d'un document de cadrage pour faciliter la prise en compte de ces situations de conflit et la gestion de l'espèce et de son habitat. À noter par ailleurs que dans ce contexte donc d'un fort enjeu de cohabitation et donc d'acceptation de l'espèce. Par ailleurs, dans la région, il n'y a pas d'enjeu en parallèle de renforcement de population ou de recherche d'amélioration de son habitat, parce qu'on considère que voilà, l'espèce est bien réinstallée, se porte bien, donc on n'est pas directement sur un enjeu de conservation, puisqu'il se porte plutôt bien, mais plutôt sur un enjeu lié à la gestion de l'espèce. Donc on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de cadre national pour cela. Le Code de l'environnement prévoit la possibilité de faire des plans nationaux d'action et des déclinaisons régionales, des plans régionaux d'action, mais le castor ne fait pas partie des espèces listées à l'échelle nationale pour mobiliser cet outil-là. Néanmoins, rien ne nous interdit de le faire
à l'échelon local et régional. Et c'est la raison pour laquelle le Grand Est a pris l'initiative de ce projet d'élaboration, de rédaction d'un PRA en faveur du castor et pour faciliter donc, la cohabitation et l'acceptation sur le territoire où il fait son retour. Voilà, j'ai campé un petit peu le contexte, le décor dans lequel ce projet de PRA a émergé en région Grand Est. Donc les éléments de constat, le statut de protection de l'espèce, la nécessité de s'outiller pour, d'une part, améliorer la connaissance de l'espèce dans la région, mais surtout identifier des actions à mettre en œuvre pour améliorer la cohabitation entre la présence humaine et les activités du castor. Et donc, à partir de 2014-2015, ça remonte quand même déjà un petit moment, cette démarche a été engagée, d'abord sous forme d'un guide d'action, guide de mesure en faveur de la gestion d'espèces. Et puis finalement, c'est l'outil plan régional d'action qui a été adopté. Donc la rédaction de ce document a été confiée à l'ONCFS à l'époque, à l'OFB maintenant, qui a bénéficié d'apports conséquents du réseau Castor, qui est piloté par l'établissement et qui a un gros bagage, une grosse expérience sur le suivi de l'espèce. Et la rédaction de ce PRA a été supervisée par un comité de suivi où l'ensemble des parties prenantes au niveau régional étaient associées donc, à l'élaboration de ce document. Et on a essayé de mobiliser toute la matière disponible localement, et notamment des enquêtes de terrain réalisées par l'OFB, par la Chambre d'agriculture des Vosges. Et on a profité d'une grande mobilisation des acteurs et beaucoup de propositions qui sont venues enrichir ce travail et la rédaction de ce document. Donc je vais passer rapidement pour vraiment rentrer dans le vif du sujet sur le contenu du PRA. Il est organisé en 4 parties. Une première partie sur l'état des connaissances. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez en prendre connaissance plus précisément si ça vous intéresse. C'est assez classique, un peu comme monographie autour de l'espèce. On a choisi de rédiger une partie spécifique d'état des lieux des situations de conflit avec les activités humaines et les solutions d'évitement, puisque c'était vraiment l'angle d'attaque de ce document. Donc on a recensé et décrit les principaux sites à conflit constatés dans le Grand Est, et on a fait un focus sur 8 sites où on a présenté de manière plus détaillée la problématique et les solutions qui avaient été mises en œuvre, comme sous forme d'un petit recueil d'expériences succinct. Il y a aussi un travail de synthèse des dommages et des solutions recensées qui ont été faits. Et enfin, des fiches techniques aussi pour éviter, réduire et résoudre les conflits. La partie 3, là, on est vraiment dans le cœur du document puisque c'est les fameuses fiches actions. On en a 19 qui recensent toutes les actions en réponse aux besoins identifiés par les acteurs. Et enfin, une partie 4 qui décrit les modalités de mise en œuvre du PRA. Là, je passe la parole à Eric. Merci. Donc, il faut bien voir que, comme tout PRA ou plan national d'action, c'est coordonné par la DREAL en lien avec l'OFB et c'est animé par des structures associatives. On en a 3 sur les anciennes régions qui sont indiquées là. Donc, on a le Renard qui était cité tout à l'heure, le GEPMA, le groupe d'études des protections des mammifères d'Alsace pour la partie alsacienne et le groupe d'études des mammifères de Lorraine pour la partie Lorraine. Donc, c'est bien un travail en coordination avec l'ensemble des acteurs. On a fait tout le processus de validation classique de ce genre de plan. On est passé 2 fois au CSRPN en commission plénière notamment. On a eu aussi une consultation publique que j'ai oublié d'indiquer là et tout a été validé en comité de suivi. Donc on a bien un plan qui est validé à l'échelle régionale aujourd'hui. Et on se réunit normalement 1 fois par an pour discuter de ces actions-là. Alors ça, c'est les différentes actions. Je vais détailler plus comme ça les actions. Donc du coup, déjà c'est poursuite la répartition de l'espèce parce qu'effectivement elle évolue fortement. Il y a l'OFB qui fait des processus, mais là ça a été très fortement renforcé par l'implication des associations en lien avec l'OFB toujours. Il y a beaucoup de prospections qui sont faites avec un cadre très formalisé qui est identique sur l'ensemble de la région Grand Est, donc on sait exactement ce qui se passe là. Et les données sont utilisées évidemment par le réseau Castor OFB.
Il y avait également l'évolution de la population sur certains secteurs de bassins versants, notamment, ça c'est les secteurs de la Bretagne, de la Moselle sauvage, qui ont fait l'objet des renforcements de population dans les années 80. Et il y a également un suivi de mortalité routière parce que du coup, comme les populations se portent bien, on a certains coins. Là, c'est juste à côté de, je sais pas si on voit le truc. C'est juste à côté de Nancy, ça, si on voit bien. Et ça, c'est tous les cas de collision routière sur ce secteur pendant 10 ans. Donc on voit que ça commence à devenir une problématique quand le castor est là, sachant que là, on a un réseau hydrographique un peu particulier, il y a un canal d'amener, il y a le canal, donc il peut passer de là à là, il y a des barrages par là. Enfin, c'est un peu complexe ce secteur-là. Et là, clairement, aujourd'hui, ça a été une des actions identifiées du plan de qu'est-ce qu'on fait de ces secteurs-là, parce que là, il y a plus de 20 cas de mortalité ou 30 cas de mortalité sur 10 ans ou 20 ans. Donc ça commence à poser des problèmes. Et on ne peut pas mettre de panneaux attention castor, ça n'existe pas dans le code de la route française, parce que la question a été posée, on ne peut pas. On peut mettre chevreuil, sanglier, mais pas castor. Bon, voilà. En termes de suivi, donc ça a été évoqué aussi tout à l'heure, un peu le suivi sanitaire et les études génétiques. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui a été fait cette année. Les analyses vont être faites bientôt. Sachant que, alors on a une chance et une malchance. La chance, c'est qu'on est en zone de confrontation génétique, la région Grand Est, parce que du coup, l'axe Moselle, donc tout l'axe là, c'est des individus qui viennent du Rhône. Par contre, l'axe Meuse, c'est des individus qui viennent de l'Elbe et qui ont été relâchés en Belgique avec des modalités plus ou moins particulières, on va dire. Et les individus qui reviennent sur la Sarre, c'est des individus relâchés par les Allemands qui viennent de Norvège. Et donc, en gros, là-dedans, tout ça, ça va bientôt se mélanger. Il y a déjà eu des cas entre la Meuse et la Moselle de transfert d'individus. Donc ça veut dire qu'au moins, voilà, les gènes vont être renforcés. Et on suit également le castor canadien parce que du coup, c'est là qu'il pourrait arriver. Mise à disposition des données, évidemment. Et il y a alors études sociologiques et perception, c'est des choses qui avaient été lancées mais qui n'ont pas encore abouti parce que c'est un peu complexe, notamment avec une thésarde à l'époque qui travaillait à Lille, je crois. Et alors, il y a un point important, c'est les études et recherches connaissances sur le castor. C'est développer de nouveaux outils, notamment le GML, test, écouter le son, ce qui se passe dans les terriers de castor. Voilà. Études sociologiques, c'est pour éviter ça. Là, c'est un entretien un peu lourd d'une ripisylve. La gestion, on a expérimenté de nouveaux outils, ça c'est très important, c'est parce que donc il y a plein de choses qui existent déjà, sauf qu'en fait, une zone de nourrissage pour éviter que le castor aille prédater les peupliers qu'il y a derrière, ça fait quelle largeur, comment faut la mettre, comment on réalise au mieux un siphon, comment on peut faire. Donc tout ça, c'est des études qui sont en cours aujourd'hui, notamment plutôt partie de Lorraine. Alors, élaboration de doctrine sur la gestion de l'espèce, ça c'est plus du côté réglementaire. C'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a un contexte réglementaire assez lourd. La moindre, dès que vous touchez un bout de bois sur un barrage de castor, normalement c'est soumis à dérogation, ce qui est complètement ingérable. Sachant qu'on s'aperçoit bien que c'est la réactivité qui est importante, donc on a calé des modalités d'intervention un peu allégées sans passer par une dérogation en région Grand Est, pour vraiment être très très réactif, parce que si on est réactif, les gens ils viennent vers nous et ils viennent nous solliciter, et ça évite qu'il se passe des choses dans le dos de tout le monde et que le gars il arrive avec sa pelleteuse ou son machin pour bousiller les barrages, parce que du coup si un terrier est en amont, c'est pas tout à fait la même chose pour le castor. On a quand même quelques cas de dérogation, hein, mais ça concerne plus ce qui va être sur les barrages, sur les canaux, pardon, notamment avec VNF qui est assez embêté par la présence de castor sur certains territoires. Renforcer les procédures en cas de dommages, c'était avoir un suivi très très fin des dommages castor pour essayer de mobiliser le niveau national pour avoir quelques argent. Au moins, si vous avez un peu d'argent, ça permet de mettre du liant, tout ça. Voilà ces points-là. En termes de gestion aussi, il y avait donc une action gestion canaux et castor, parce que ça, c'était vraiment un gros point avec VNF. Sur le canal des Vosges où il y a pas mal de castors, et quand vous faites des trous dans une digue, c'est pas très bon parce que de l'autre côté vous pouvez avoir des habitants et ça peut faire quelques problèmes. La gestion des cours d'eau et castors, c'était aussi pour la bonne prise en compte par l'agence de l'eau, notamment dans ses financements des espèces. Parce qu'on s'aperçoit que des fois ça marche pas, et notamment c'est ce cas-là, ça c'est un cas financé en l'occurrence par l'agence de l'eau avec une procédure loi eau, et il s'est passé ça sur la ripisylve, et il y a du castor dans ce secteur. Voilà. Donc l'étude des sites des collisions routières, c'est les identifier et apporter des solutions. Les régulations de piégeage, c'est pour apporter des éléments pour dire là il y a du castor, donc pas le droit à certains types de pièges. Veille sur le castor canadien, on l'a déjà évoqué. Et après tout ça, ça passe évidemment par la communication et de la sensibilisation, parce que sans en parler, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, on le voit justement dans un cadre très particulier avec VNF. Là, c'était vraiment grand public, et puis c'est pour éviter ce genre de choses qu'on voit, prime pour tuer le castor, à bas les écolos. Voilà, on voudrait que ça disparaisse. Et voilà pour les points.
Les conclusions et les perspectives. Donc aujourd'hui, toutes ces actions-là sont soutenues financièrement par l'Adréal et par l'agence de l'eau, donc la rameuse. Seine-Normandie, ils ne sont pas encore très concernés ou ils ne se sentent pas encore très concernés. Et du coup, on apporte quand même quelques dizaines de milliers d'euros par an pour faire toutes ces actions. Il y a vraiment une reconnaissance d'expertise des associations pour les acteurs institutionnels et les acteurs du territoire, parce qu'il y a de plus en plus de cas de remonte. On sait très bien ce qui se passe dans les territoires, où il y a notamment, je sais qu'il me reste très peu de temps, mais c'est la dernière diapo, où il y a très peu de... il y a une forte implication, notamment je pense du GML et du GEPMA. On s'aperçoit que le temps consacré à la médiation est de plus en plus important, et ça va vraiment être le prochain gros point, c'est comment on traite ça, parce qu'il y a un effet vertueux dès qu'on apporte des réponses aux gens, du coup ils rappellent, donc c'est très bien, sauf que ça demande du temps, et ça on ne sait pas encore comment gérer ça, et une application réglementaire potentiellement lourde. Donc voilà, merci, et c'est juste pour éviter ce qu'on voit à droite, c'était en Belgique, et il y a eu un nouveau cas récemment, là, cette semaine, voilà, un gars qui supportait plus le castor chez lui, et c'est pour préserver cette belle espèce. Merci beaucoup. Des questions, des précisions, des... Je ne vais pas la refaire, des contestations véhémentes. Rémi, ouais. Oui, merci. Tout à l'heure, vous faisiez référence aux travaux de la doctorante de Lille qui s'appelait Bénédicte Felter. Il me semble qu'elle a soutenu sa thèse il y a 2 ans, mais je n'ai pas vu de publication liée et je n'ai pas eu communication non plus de son travail de doctorat. Peut-être se tourner vers l'université de Lille, parce qu'ils doivent l'avoir évidemment. Mais je ne sais pas, Johan, toi, si tu as eu des retours de Bénédicte ou des éléments, parce que potentiellement son travail ça paraissait tout à fait intéressant, et c'est vraiment dommage qu'un travail de recherche fondamental à vocation opérationnelle comme cela n'ait pas pu être intégré dans le plan régional d'action, parce que pour le coup, on a un travail de doctorat sur un terrain bien spécifique qui est au plein cœur de votre champ d'action. On parle bien d'un travail d'une thèse en sociologie. Oui, socio-écologie. D'accord. Bénédicte, c'est une écologue qui, en même temps, a mené des études, des enquêtes de terrain pour essayer d'identifier, de croiser une cartographie écologique et en même temps une cartographie sociologique, pour identifier les endroits et comprendre pourquoi il y a des endroits où le castor pose problème et d'autres endroits où il ne pose pas problème. Voilà. Donc c'est une étude parallèle de 2 espèces. Oui, tout à fait, c'est ça. Et des interactions entre les 2 espèces. C'est exactement ça. C'est de l'écologie, donc. C'est de l'écologie, oui, au sens strict. Juste, ça n'a pas été intégré parce qu'à l'époque, nous, on avait déjà le plan rédigé, en fait. Après, elle avait participé à quelques réunions, une ou deux réunions de concertation ou de sensibilisation. Et elle était venue voir ce qui se passait dans la région Grand Est, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un écosystème lié au castor qui est assez bien développé dans la région Grand Est, parce que du coup, l'argent qu'on met et puis ce plan, il permet vraiment de fédérer les choses. Et notamment, ça a permis, par exemple, si vous discutez avec la Communauté nationale du Rhône, je pense qu'il doit y avoir quelques problèmes de castor sur certains endroits. VNF, ils en ont vraiment quelques-uns. Et du coup, ça a permis aussi d'initier une démarche d'ailleurs vertueuse chez VNF qui aujourd'hui se pose la question aussi d'autres espèces. Quand ils abattent les arbres sur le côté, ils disent ah, mais il y a peut-être des oiseaux, des chauves-souris. Oui. Et du coup, peut-être que c'est l'entrée castor d'il y a quelques années qui a permis d'avoir ça. Oui, juste pour compléter par rapport à la thèse, effectivement, elle a soutenu à l'automne 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, il n'y a pas eu de publication, pas d'articles qui sont sortis. Voilà. Bon, moi, je l'ai la thèse, je peux la faire passer, mais voilà. Donc c'est Johan Bressan qui vient d'apporter cette précision. C'était Rémi Lulia qui avait posé la question. Je le dis pour l'enregistrement et pour le décryptage pour les actes. Et j'en profite pour vous dire que j'ai oublié tout à l'heure de vous rappeler, de vous présenter chaque fois que vous prenez la parole, même si vous avez déjà parlé, si tout le monde sait qui c'est ici, pour le décryptage, ça sera quand même précieux. Voilà. Donc qui d'autre veut nous dire comment il s'appelle et intervenir derrière. Valentin Agneau de la Maison de la Nature des Vosges Chaunoises. Donc nous, on est plus sur le volet sensibilisation et on est confronté du coup au public dans différentes animations et donc à la, on va dire peut-être mauvaise presse un peu du castor par rapport au conflit. Et moi, j'avais justement la question, c'est des choses qui reviennent souvent, par exemple les agences de l'eau qui financent des suppressions de seuils pour la continuité écologique, et derrière il y a la problématique castor qui va du coup recréer des seuils, des barrages, etc.
et quel est le discours à tenir, vers quoi on réoriente, voilà, sur quoi on peut s'appuyer pour répondre à ce type de questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Dreal Grand Est dans ces cas-là? Comment on arbitre? Comment on arbitre? Et bah, du coup, on renvoie sur les associations. Mais Ah, bah, c'est blague- facile, ça. Non, mais blague à part, aujourd'hui, justement, dans le cas de. Donc, il y a un site d'études assez important en Lorraine qui s'appelle Dommartin-les-Valois. Peut-être que Tiffany en parlera plus tard. Du coup, tous les aspects liés au castor sont étudiés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il apporte? Et c'est pour avoir des outils aussi de communication. C'est-à-dire, OK, on le sait tous que le castor, il va favoriser les milieux humides, les machins, tout ça. Mais par contre, c'est bien d'avoir un exemple local. Parce que si vous avez un exemple local, ça marche beaucoup mieux de la région. Voilà. Et donc, du coup, l'aspect franchissement piscicole, il est aussi étudié. Parce que du coup, oui, forcément, il y a des barrages, mais c'est pas un barrage créé par l'homme. C'est un peu différent. Puis, on n'a pas non plus des barrages qui font 3 mètres de haut. Enfin, a priori, pas trop, quoi. Donc, du coup, est-ce qu'il y a une véritable impact de continuité ou pas? Oui, il y en a sûrement un, mais à quel niveau? Et pour quelles espèces? Parce qu'entre une loche ou une truite, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, tout ça, c'est étudié. C'est des éléments. Et aujourd'hui, on a eu assez peu de retours des APPMA ou des fédérations de pêche pour dire, enfin voilà, ça grogne pas trop pour l'instant de ce côté-là, sauf quand on a des pêcheurs nous disent que le castor va manger son poisson, donc là par contre on part de loin, mais on a déjà eu le cas. Mais effectivement il peut y avoir ce problème-là, et après par contre c'est toute la communication, dire bah voilà, par contre ça crée des milieux différents, c'est des zones humides, il y a plus de libellules, il y a plus de machins, il y a plus de trucs, et ça en termes de communication c'est super. Après c'est sûr que quand vous avez des barrages qui sont créés, qui créent des zones, et où il y a de la perte de productivité pour le monde agricole, parce qu'il y a aussi ça, on parlait des inondations de champs, bah c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et il y a eu quelques cas, notamment en Lorraine, où cette conservatoire a carrément acheté quelques hectares de terrain. Donc après, on est tranquille. Évidemment, on ne peut pas aller toujours comme par là. Mais après, il y a un autre cas en ce moment dans les Vosges où le gars, il est prêt, la commune est prête à lui céder un terrain et à intervertir son terrain. Donc il est prêt à accepter. Mais évidemment, ça ne se passe pas aussi bien que ça tout le temps. Mais voilà, la communication, ça fait du bien à la biodiversité. Et quand vous avez des bestioles, ça peut faire aussi des réserves d'eau pour l'été que pour boire. Hein. Mine de rien. Oui, Raphaël Quesada, Le Parvis, donc pour répondre à la question sur la continuité. C'est un faux problème. Il faut vraiment se mettre ça en tête qu'un cours d'eau normal en France, c'est un cours d'eau où il y a du castor, avec des barrages de castor. Des cours d'eau où il n'y a pas de castor, c'est une aberration. C'est quelque chose qui est la faute de l'homme. Donc si on part de ce constat-là, les poissons, ils ont toujours évolué avec les castors. Donc il n'y a pas de problème pour les poissons avec les castors. Il faut s'enlever ça de la tête. Quand il y a des grosses crues, le barrage, il part. Il n'y a jamais de barrage complètement étanche. Les poissons, ils arrivent toujours à passer. Moi, je connais des secteurs où il y a des très grands barrages. Ils finissent toujours par partir avec une crue. Ils les abandonnent. Les familles se déplacent. Donc, en termes, il faut toujours raisonner dans la temporalité également. Et pas que dans la structure, à un moment T, il y a le barrage. Vous revenez 2 ans après, 3 ans après, 10 ans après, le barrage, il n'est plus là, il est 100 mètres plus bas, 100 mètres plus haut. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est un faux problème. Par contre, il y a un vrai point important qui sera discuté en fin de colloque, c'est tous les services que cette fonction de barrage joue, de services écosystémiques, et notamment des soutiens des débits d'étiage qui permettent à des poissons de vivre quand il va manquer d'eau dans le cours d'eau, voire même de grossir et d'avoir des individus plus gros. Il y a plein d'études américaines sur les barrages de castor qui montrent qu'il y a plus de poissons et des plus gros individus quand il y a des barrages de castor. On y revient demain matin. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment important dans le discours à faire Un avis passer. suisse sur cette question des continuités. Christophe Angst. Christophe Angst, Conseil Castor Suisse. On est en train de faire un projet pour étudier le franchissage des barrages. Parce que ce n'est pas tellement noir et blanc. Ce n'est pas un problème, mais comme vous dites, c'est vraiment sur les cours d'eau altérés. Ça peut être un problème, mais limitant dans le temps. Et ce qu'on a vu cette année, presque à tout moment, quand il y a des crues, quand il y a une haute eau, les poissons migrent, les barrages sont enlevés, donc c'est pas durable les barrages. Donc si on regarde dans le temps et sur un bassin versant, c'est non vraiment un problème, c'est vraiment un faux problème. Mais en basse eau et en basse eau, ça peut être un problème quand il est créé vraiment étanche, mais comme vous dites, ça peut être aussi favorable pour toutes les espèces en cas de chaleur basse eau qui vont dans les étangs de castor. Mais ce n'est pas noir et blanc, donc ça peut être un problème, mais globalement, c'est un plus-value pour la piscicole. Merci à vous deux. Non, il y avait... Oui, pardon, Thomas Ruiz, oui.
Dernière intervention sur cette séquence. Oui, Thomas Ruiz, FEPM. C'était juste pour poser la question. On a parlé d'achat foncier. Est-ce que dans le cadre de l'appel à projet, notamment biodiversité, qui a été présenté tout à l'heure, est-ce que des achats fonciers sont possibles? Donc c'est une question à Lionel Perrin. Oui, enfin, après, ça peut être général aussi sur les agences de l'eau. Mais... oui, Lionel Perrin. Oui, pour l'appel à projet biodiversité, pour l'instant, les acquisitions seules ne sont pas éligibles. Par contre, si elles accompagnent un projet opérationnel de restauration, elles peuvent être en opération connexe, comme de l'animation ou de la communication, financée. Merci à vous deux. Je me permets juste de reprendre la parole rapidement pour donner une précision par rapport au cas qui avait été indiqué par Eric. Donc la maîtrise foncière donc sur un site avec une problématique de barrage et d'inondation de parcelles agricoles, donc qui a été résolue grâce à cette maîtrise foncière des parcelles impactées. Donc là, c'est le département qui a été mobilisé donc, sur ce projet d'achat de terrain. Et donc, grâce à des fonds de la TDENS, la taxe départementale des espèces naturelles sensibles. Donc, c'est grâce à cette solution financière que la maîtrise foncière a pu dans les départements qui l'aperçoivent, ce qui n'est pas le cas de tous, à ma connaissance. Voilà. Là, c'était la Meurthe-et-Moselle et on a pu mobiliser cet outil-là dans ce département. Merci donc pour cette précision. Merci à vous deux. Les organisateurs nous ont gentiment octroyé une petite pause.